4 septembre 1944, la 11e division blindée britannique entra dans la ville portuaire belge d'Anvers. Ils s'attendaient à trouver le port détruit, les quais dynamités, les grues effondrées dans l'eau. Tous les grands ports, abandonnés par les Allemands, au cours de cette guerre, avaient été systématiquement démolis avant leur retraite. Anvers était différente. Les installations portuaires étaient intactes. Les quais n'étaient pas endommagés. Les grues fonctionnaient encore. Les entrepôts étaient prêts à l'emploi. C'était le 2e plus grand port d'Europe et après la destruction de Rotterdam en 1940, le plus grand port intact d'Europe occidentale, conçu pour traiter 40 000 tonnes de ravitaillement par jour, avec des liaisons ferroviaires directes vers l'Allemagne, avec une capacité suffisante pour approvisionner toute l'avance alliée vers le Reich. Les forces du maréchal Bernard Montgomery avaient accompli quelque chose de remarquable. Elles avaient capturé le seul port capable de résoudre la crise logistique alliée, la seule installation qui pouvait permettre aux armées de continuer à avancer vers l'Est sans interruption, le seul atout qui pouvait mettre fin à la guerre avant Noël. Montgomery envoya un message au commandant suprême, Dwight Eisenhower. Anvers capturé, intacte installation portuaire non endommagée, prête à être utilisée immédiatement. Eisenhower fut stupéfait par la nouvelle. Depuis des mois, les planificateurs alliés s'inquiétaient de la logistique. Les armées avançaient plus vite que les lignes de ravitaillement ne pouvaient suivre. Les camions s'usaient. Le carburant venait à manquer. Les stocks de munitions diminuaient. Anvers réglait tout. Ou aurait dû le faire, à une condition que Montgomery fasse encore une chose, qu'il dégage les accès au port, qu'il sécurise les 100 km d'estuaire entre Anvers et la mer du Nord. Montgomery ne donna jamais cet ordre. Il avait d'autres priorités, des priorités plus glorieuses, des priorités qui allaient laisser le port miraculeux d'Anvers inutilisable, tandis que des soldats alliés mourraient, faute de ravitaillement. Le port d'Anvers se trouvait à près de 100 km à l'intérieur des terres, depuis la mer du Nord. Les navires s'approchant de la ville devaient naviguer dans l'estuaire de l'Escaut, une voie d'eau sinueuse traversant marais-îles et chenaux étroits. Chaque kilomètre de cette approche était contrôlé par les forces allemandes. Sur la rive sud, la 15e armée allemande tenait des positions fortifiées. Sur les approches nord, les troupes allemandes occupaient l'île de Walcheren et le Zuid-Beveland. Elles disposaient d'artillerie côtière couvrant les routes maritimes. Des mines étaient placées dans l'eau. Elles avaient des champs de tir dégagés sur tout navire tentant le passage. Aucun navire allié ne pouvait atteindre les quais d'Anvers tant que ces positions allemandes n'étaient pas éliminées. Chaque canon devait être réduit au silence, chaque mine neutralisée, chaque fortification conquise. Le port capturé ne valait rien tant que l'estuaire n'était pas sécurisé. Les officiers du renseignement de Montgomery lui expliquèrent cela le 5 septembre, le lendemain de la chute d'Anvers. Le port ne peut pas être utilisé, lui dirent-ils, pas tant que les accès de l'Escaut ne sont pas dégagés, pas tant que l'artillerie allemande n'est pas éliminée, pas tant que la voie navigable n'est pas ouverte. Montgomery comprit le problème. Il reconnut la situation. Puis il prit une décision que son état-major ne parvint pas à comprendre. Il décida de faire autre chose d'abord. Montgomery avait passé le mois précédent à foncer à travers la Belgique et le nord de la France. Son 21e groupe d'armées avait avancé de 400 km en 2 semaines. Il avait libéré Bruxelles le 3 septembre. Il avait capturé Anvers le 4 septembre. Il était convaincu que l'armée allemande était finie. Il croyait pouvoir mettre fin à la guerre avec une dernière opération. Une percée audacieuse vers la Hollande,
et au-delà du Rhin. Une attaque aéroportée pour s'emparer des ponts et ouvrir la route vers le cœur industriel de l'Allemagne. L'opération Market Garden. Son état-major souleva des questions, et l'ESCO, et la sécurisation des accès d'Anvers, et la garantie des lignes de ravitaillement avant de lancer de nouvelles offensives, Montgomery balaya leurs inquiétudes. « Les Allemands sont battus, leur dit-il. Nous devons maintenir l'élan. Nous devons frapper avant qu'ils ne puissent se réorganiser. Market Garden est prioritaire. Il avait besoin de l'approbation d'Eisenhower pour Market Garden. L'opération exigerait des ressources considérables, 3 divisions aéroportées alliées. La priorité sur le carburant et les munitions, le contrôle des forces aériennes alliées, et un engagement total en faveur de son offensive dans le Nord. Eisenhower était sceptique. Sa stratégie du front large prévoyait une avancée en Allemagne sur plusieurs axes. Concentrer tous les moyens sur l'offensive de Montgomery signifiait priver les autres armées de ravitaillement. Cela impliquait d'accepter des risques. Cela revenait à parier que l'analyse de Montgomery était correcte. Montgomery plaida sa cause avec une confiance absolue. « Donnez-moi les ressources, affirma-t-il. Je serai à Berlin avant Noël. Je mettrai fin à la guerre en 1944. » Eisenhower approuva l'opération Market Garden le 10 septembre. Il accorda à Montgomery la priorité pour les approvisionnements. Il affecta 3 divisions aéroportées à l'opération. Il engagea les forces aériennes alliées dans l'assaut. Aucun des 2 hommes ne donna l'ordre de dégager l'estuaire de l'Escaut. Tous 2 supposèrent que cela pouvait attendre. Ce fut une erreur de calcul catastrophique. À la mi-septembre 1944, la situation logistique alliée approchait de la crise. Les armées avaient avancé si loin et si vite que les lignes de ravitaillement ne pouvaient plus suivre. Le principal port de ravitaillement restait les plages de Normandie, à Cherbourg, à plus de 650 km derrière les lignes de front. Chaque gallon d'essence devait être acheminé par camion, depuis la Normandie jusqu'au front. Chaque obus d'artillerie, chaque ration, chaque pièce de rechange. Les camions, eux-mêmes, avaient besoin de carburant pour l'aller-retour. Le système s'effondrait sous son propre poids. La 3e armée du général George Patton manquait de carburant. Ses chars étaient immobilisés à l'est de Paris. Son avance vers la frontière allemande s'était arrêtée non à cause de la résistance ennemie, mais parce que les camions de ravitaillement ne pouvaient plus l'atteindre. Le silence de ces chars était assourdissant. Les équipages américains, qui avaient repassé le mois d'août à poursuivre les Allemands, à une vitesse fulgurante à travers la France, étaient désormais assis sur leurs blindés, regardant la pluie d'automne transformer les routes en bourbiers. Ils savaient que les Allemands vacillaient. Ils savaient que la route vers le Rhin était ouverte, mais sans carburant, un char Sherman n'est qu'un bunker d'acier de 30 tonnes. L'élan qui les avait portés depuis la Normandie se dissipait, remplacé par une angoisse sourde. Ils ne seraient peut-être pas rentrés chez eux pour Noël après tout. La 1re armée du général Courtney Hodges rationnait les munitions. Les unités recevèrent l'ordre de limiter les tirs d'artillerie, d'économiser les cartouches de mitrailleuses, de faire compter chaque coup, car les remplacements n'arrivaient pas. La solution se trouvait à Anvers, un port capable de livrer 40 000 tonnes par jour, situé à 320 km de moins que la Normandie par rapport au front, avec des liaisons ferroviaires permettant d'acheminer directement les approvisionnements vers les armées. Mais les quais d'Anvers étaient en vide. Aucun navire ne pouvait les atteindre. L'estuaire de l'Escaut restait aux mains des Allemands. Le 21e groupe d'armée de Montgomery reçut la priorité sur les ressources disponibles. Tout était détourné pour soutenir Market Garden. Les armées américaines furent invitées
à consolider leur position à défendre, plutôt qu'attaquer, à attendre pendant que Montgomery tentait sa percée décisive. Patton protesta violemment auprès d'Eisenhower. « On nous affame », argumenta-t-il. « Nous pourrions avancer en Allemagne. À la place, nous sommes immobilisés pendant que Montgomery reçoit tout pour une opération qui ne règle même pas notre problème de ravitaillement. » Eisenhower tint bon. « Market Garden sera lancé le 17 septembre, dit-il, à Patton. Quand elle réussira, la situation logistique s'améliorera. Quand nous contrôlerons la Hollande et franchirons le Rhin, la situation stratégique changera. 17 septembre 1944. 3 divisions aéroportées alliées furent larguées en Hollande. La 101e division aéroportée à Eindhoven, la 82e division aéroportée à Nimègue, la 1re division aéroportée britannique à Arnhem. C'était la plus grande opération aéroportée de l'histoire militaire. Le plan consistait à s'emparer des ponts sur les rivières et les canaux afin de créer un corridor permettant aux forces terrestres britanniques d'avancer à travers la Hollande vers l'Allemagne. Si cela fonctionnait, promettait Montgomery, la guerre serait terminée en quelques semaines. Cela ne fonctionna pas. La résistance allemande fut plus forte que ce que le renseignement avait prévu. La seule route principale devint un champ de mort. Les parachutistes britanniques à Arnhem furent encerclés et submergés. L'opération s'effondra en 9 jours. Les pertes furent terribles. Plus de 17 000 soldats alliés tués, blessés ou capturés. La 1re division aéroportée britannique fut pratiquement anéantie. Les forces allemandes conservèrent le contrôle des passages du Rhin. Le corridor vers l'Allemagne resta fermé. Montgomery déclara l'opération réussie à 90%. Il affirma que des terrains précieux avaient été conquis. Il soutint que des leçons avaient été tirées. Il ne montra aucune volonté d'assumer la responsabilité du désastre. Au début du mois d'octobre 1944, le haut commandement allié dut affronter une réalité désagréable. L'armée allemande ne s'était pas effondrée. La guerre ne se terminerait pas en 1944. L'hiver approchait et les armées alliées combattaient toujours en France et en Belgique, au lieu d'avancer profondément en Allemagne. Eisenhower convoqua une conférence de ses principaux commandants. Le sujet était la logistique. Comment soutenir les opérations pendant l'hiver? Comment préparer les offensives du printemps en Allemagne? Comment résoudre le problème de ravitaillement qui paralysait tout le théâtre d'opération? La réponse était évidente pour tous les participants. Anvers. Ouvrir le port, dégager l'Escaut, faire arriver les navires directement en Belgique au lieu de tout transporter depuis la Normandie. On demanda à Montgomery pourquoi l'Escaut n'avait toujours pas été dégagé. Il expliqua que ses forces avaient été engagées dans Market Garden, que le nettoyage de l'estuaire nécessiterait des ressources importantes, que les positions allemandes étaient fortement fortifiées et que l'opération prendrait du temps. La patience d'Eisenhower était à bout. « Je vous ai donné la priorité pour Market Garden, lui dit-il. Elle a échoué. Maintenant ouvrez Anvers. Faites-en votre priorité absolue. Rendez le port opérationnel avant l'hiver. » Montgomery accepta. Il confierait à la 1re armée canadienne la mission de dégager l'Escaut. L'opération devait commencer immédiatement. Le port serait ouvert en quelques semaines. Mais octobre était déjà à moitié écoulé. Anvers avait été capturé le 4 septembre. 6 semaines s'étaient écoulées avec un port inutilisable. 6 semaines durant lesquelles les armées alliées auraient pu recevoir 40 000 tonnes de ravitaillement par jour. 6 semaines dont les conséquences n'étaient pas encore pleinement comprises par quiconque dans cette salle de conférence. La 1re armée canadienne reçut l'ordre de dégager l'estuaire de l'Escaut à la mi-octobre 1944,
La mission consistait à éliminer les forces allemandes sur les deux rives du chenal, à capturer l'île de Walcheren et à sécuriser les accès à Anvers. L'Escaut était un cauchemar, une région basse, faite de terres gagnées, sur la mer, entourée de hautes digues. Les Allemands avaient inondé de vastes zones en détruisant ces digues. Les troupes canadiennes attaquaient à travers l'eau et la boue. L'infanterie avançait dans des champs inondés. Les chars ne pouvaient pas manœuvrer hors des digues, se détachant sur le ciel, comme des cibles parfaites. La 15e armée allemande ne disposait pas seulement de bunkers en béton. Elle avait l'eau elle-même comme arme. En faisant sauter les digues, les Allemands avaient transformé le champ de bataille en une soupe glacée et saumâtre. Pour les soldats canadiens, ce n'était pas simplement une bataille, c'était une descente en enfer. Il n'y avait pas de tranchées à creuser, on atteignait l'eau à 15 cm de profondeur. Il n'y avait aucun abri. Le terrain était plat comme une table. Les hommes blessés lors des assauts ne tombèrent pas simplement au sol, ils glissaient dans la boue glacée et se noyaient souvent avant que les brancardiers puissent les atteindre. C'était une lutte misérable humide, infestée de rats, où l'ennemi restait souvent invisible jusqu'à ce que l'eau autour de vous se mette à bouillir sous le feu des mitrailleuses. Les combats furent d'une brutalité extrême. L'infanterie canadienne attaquait des bunkers en béton dans une eau glaciale. Les ingénieurs dégageaient des champs de mines sous le feu. L'artillerie pilonnait des positions allemandes qui devaient être conquises une par une. La progression se mesurait en centaines de mètres par jour. L'opération que Montgomery avait promise, en quelques semaines, s'étira jusqu'au mois de novembre. Les pertes s'accumulèrent. La 2e division d'infanterie canadienne perdit 2000 hommes en s'emparant de la péninsule du Zuidbeuveland. Les forces britanniques, attaquant l'île de Walcheren, subirent encore 8000 pertes. Les défenseurs allemands savaient exactement ce qu'ils empêchaient. Tant qu'ils contrôlaient l'Escaut, le port d'Anvers restait inutile. Tant que le port était inutile, les lignes de ravitaillement alliées demeuraient étirées. Tant que ces lignes restaient étirées, les offensives alliées demeuraient limitées. Ils se battirent pour chaque fortification, chaque village, chaque kilomètre de voie. Navigable, ils firent payer chaque avance aux Canadiens. Ils gagnèrent du temps pour permettre à l'Allemagne de préparer ses défenses hivernales. Finalement, le 8 novembre 1944, les forces canadiennes sécurisèrent l'île de Walcheren. Les dernières dépositions allemandes, contrôlant l'Escaut, furent prises. L'estuaire était désormais aux mains des Alliés, mais la voie navigable devait encore y être déminée. Chaque chenal devait être nettoyé, chaque approche vérifiée. Les dragueurs de mines de la marine commencèrent le travail long et fastidieux pour rendre l'Escaut praticable. Le 28 novembre 1944, le navire Liberty, SS Fort Cataraqui, entra dans le port d'Anvers. C'était le premier bâtiment allié à atteindre le port depuis sa capture, 85 jours plus tôt. Les quais restés vides pendant près de 3 mois commencèrent enfin à recevoir des cargaisons. 85 jours. Du 4 septembre, lorsque les forces britanniques capturèrent le port intact au 28 novembre, lorsque le premier navire de ravitaillement arriva 85 jours durant lesquels ces installations auraient pu livrer 40 000 tonnes par jour aux armées alliées. Le calcul était vertigineux. 85 jours à 40 000 tonnes par jour, cela représente 3,4 millions de tonnes de ravitaillement qui auraient pu être livrées directement en Belgique au lieu d'être transportées par camion depuis la Normandie. Assez de carburant pour maintenir toutes les armées alliées en mouvement continu. Assez de munitions pour soutenir de grandes offensives. Assez de tout pour maintenir la pression sur l'Allemagne,
tout au long de l'automne. Au lieu de cela, les armées alliées passèrent septembre, octobre et la majeure partie de novembre à lutter contre des pénuries de ravitaillement qui limitaient leurs opérations, tandis que le port miracle d'Anvers restait vide. Montgomery ne reconnut jamais que le fait d'avoir donné la priorité à Market Garden plutôt qu'à l'Esca avait été une erreur. Il n'admit jamais que 6 semaines avaient été gaspillées. Il n'assuma jamais la responsabilité du retard qui paralysa les opérations alliées tout l'automne. À la fin du mois de novembre, lorsqu'Anvers ouvrit enfin, la situation stratégique avait changé. Les avancées faciles de la fin de l'été étaient terminées. Les défenses allemandes s'étaient consolidées. Le temps était devenu exécrable. La guerre d'hiver commençait. Et dans la forêt des Ardennes, les forces allemandes s'assemblaient discrètement pour une contre-offensive massive. Hitler avait décidé d'exploiter les problèmes de ravitaillement alliés et l'étirement excessif du front. Il concentrait ses dernières réserves pour un pari désespéré. Le retard dans l'ouverture d'Anvers avait donné à l'Allemagne exactement ce dont elle avait besoin, du temps pour se préparer, du temps pour se réorganiser, du temps pour lancer l'attaque, qui deviendrait la bataille des Ardennes. 16 décembre 1944, les forces allemandes lancèrent leur offensive des Ardennes, à travers des positions américaines faiblement défendues en Belgique. Plus de 200 000 soldats allemands attaquèrent sur un front d'environ 120 kilomètres. L'assaut bénéficia d'un effet de surprise totale. Les pertes américaines, au cours des 48 premières heures, furent catastrophiques. Des bataillons entiers furent submergés. Les réseaux de communication s'effondrèrent. Des dépôts de ravitaillement furent capturés. L'avance allemande créa une immense saillie dans les lignes alliées. Le choix du moment n'était pas le fruit du hasard. Hitler avait décidé d'attaquer en décembre pour des raisons précises. Les lignes de ravitaillement alliées restaient sous tension. Le port d'Anvers n'était ouvert que depuis 3 semaines et n'avait pas encore atteint sa pleine capacité. Les armées alliées étaient étirées sur un front trop long. Les services de renseignement allemands avaient surveillé les problèmes logistiques alliés tout au long de l'automne. Ils connaissaient les pénuries de carburant. Ils savaient que les munitions étaient rationnées. Ils avaient constaté que les armées alliées n'avaient pas été en mesure de maintenir une pression continue en septembre, octobre et novembre. L'offensive des Ardennes était la tentative de Hitler de diviser les armées alliées, de s'emparer d'Anvers et de forcer une paix négociée à l'ouest. Le plan était d'un optimisme démesuré et voué à l'échec, mais il réussit à infliger des pertes énormes et à prolonger la guerre. Plus de 80 000 Américains furent mis hors de combat lors de la bataille des Ardennes. 19 000 furent tués. La 106e division d'infanterie se rendit avec 7 000 hommes lors de la plus grande reddition de forces américaines sur le théâtre européen. Les combats durèrent 6 semaines dans des conditions hivernales d'une extrême brutalité. L'offensive allemande fut finalement repoussée. Les forces alliées réduisirent la saillie et reprirent leur avance vers l'Allemagne. Mais un temps précieux avait été perdu. Des vies avaient été sacrifiées. La guerre d'hiver avait infligé un tribut terrible à des soldats qui auraient pu être bien mieux ravitaillés si Anvers avait été ouverte en septembre au lieu de la fin novembre. Ce fut le coup ultime du port vide. Il ne se paya ni dans des registres comptables, ni dans des rapports logistiques. Il se paya ici dans la forêt glacée des Ardennes par de jeunes fantassins américains, à peine sortis de l'adolescence, grelottant dans des uniformes d'été qui auraient dû être remplacés depuis des mois. Ils se battaient pour leur survie, avec des munitions rationnées et des stocks médicaux en diminution,
tenant la ligne face à une armée allemande qui, en toute logique, aurait dû être brisée dès le mois de septembre. Après la capitulation de l'Allemagne, les officiers du renseignement alliés interrogèrent des généraux allemands au sujet de l'offensive des Ardennes. Ils voulaient en comprendre comment l'Allemagne avait pu rassembler une force d'attaque aussi puissante à la fin de 1944. Ils voulaient savoir quand la décision avait été prise. Ils voulaient savoir si une action alliée plus précoce aurait pu l'empêcher. Le général Alfred Jodl, chef des opérations de Hitler, fut interrogé sur le moment où la planification sérieuse de l'offensive des Ardennes avait commencé. Sa réponse fut révélatrice. Hitler annonça le plan à la mi-septembre 1944. Jodl soumit les plans opérationnels formels au début du mois d'octobre, lorsqu'il devint évident que l'avance alliée s'était arrêtée et que les problèmes de ravitaillement empêchaient toute opération soutenue. Le maréchal Gerd von Rundstedt, commandant des forces allemandes à l'ouest, déclara que le retard dans l'ouverture du port d'Anvers avait été immédiatement remarqué par le renseignement allemand. Ils surveillaient le trafic logistique allié. Ils observaient qu'aucune grande offensive n'était lancée. Ils conclurent que la logistique limitait les opérations alliées. Les généraux allemands furent catégoriques. Septembre et le début octobre 1944 avaient été des mois cruciaux. C'était à ce moment-là que les défenses allemandes, à l'ouest, étaient les plus vulnérables. C'était à ce moment-là qu'une pression alliée continue aurait pu empêcher l'Allemagne de se réorganiser. C'était à ce moment-là que l'ouverture d'Anvers aurait permis de maintenir l'élan né de la percée de l'été. Au lieu de cela, les armées alliées avaient marqué une pause. Market Garden avait consommé des ressources pour une opération qui échoua. L'Escaut resta aux mains des Allemands, tandis que les forces canadiennes étaient engagées ailleurs, et l'Allemagne utilisa ce temps pour préparer sa dernière contre-traite désespérée. Les interrogatoires révélèrent autre chose encore. Les commandants allemands avaient été stupéfaits de constater que le port d'Anvers n'avait pas été ouvert immédiatement. Ils avaient supposé que le dégagement de l'Escaut serait la priorité absolue des Alliés après la prise de la ville. Lorsque les semaines passèrent sans effort majeur pour ouvrir le port, les planificateurs allemands comprirent qu'une occasion leur était offerte. Von Rundstedt fut interrogé directement si Anvers avait été ouverte en septembre. L'offensive des Ardennes aurait-elle pu être lancée en décembre? Sa réponse fut sans équivoque. Non. Si les approvisionnements alliés avaient afflué librement par Anvers en octobre et novembre, les forces allemandes auraient subi une pression constante sur l'ensemble du front. Il n'y aurait eu aucune possibilité de constituer des réserves pour une offensive majeure. Eisenhower passa le reste de sa vie à défendre sa décision d'approuver Market Garden avant de s'assurer de l'ouverture d'Anvers. Il affirma que le plan de Montgomery avait une valeur stratégique que la tentative de franchir le Rhin en septembre valait le risque et que personne n'aurait pu prévoir un échec aussi complet de Market Garden. Ces critiques soulignèrent l'évidence. L'importance d'Anvers était évidente dès le jour de sa capture. La nécessité de dégager l'Escaut était claire pour chaque officier d'état-major. La crise du ravitaillement paralysait les opérations alliées. L'ouverture du port aurait dû être la priorité absolue avant le lancement de toute nouvelle offensive. La réaction d'Eisenhower fut politique, mais il fut aussi complice. Il devait préserver l'alliance anglo-américaine. Montgomery était le général britannique le plus en vue. Lui refuser les ressources nécessaires à Market Garden aurait créé de graves tensions diplomatiques. Churchill était déjà sensible à l'idée que les forces britanniques jouent un rôle secondaire par rapport aux armées américaines
La décision se résuma à un choix entre la politique de coalition et l'efficacité militaire. Eisenhower choisit de ménager Montgomery, de lui offrir sa chance de gloire, de privilégier l'harmonie de l'alliance, au détriment de la logique opérationnelle. Le coût de ce choix se mesura en tonnages de ravitaillement qui ne furent pas livrés en septembre, octobre et au début novembre, en offensives qui ne purent être lancées, faute de carburant, en forces allemandes qui échappèrent à la destruction parce que la pression alliée ne put être maintenue. Pendant les 85 jours où Anvers resta inutilisable, Eisenhower se révéla un maître de la guerre de coalition. Il maintint la cohésion d'armées issue de plusieurs nations, aux cultures stratégiques différentes. Il géra des égos et des pressions politiques qui auraient submergé la plupart des commandants. Ses talents diplomatiques furent essentiels à la victoire alliée. Mais la diplomatie a un prix, et parfois, ce prix est payé par des soldats qui avaient besoin de ravitaillement, un ravitaillement qui n'arriva jamais, parce qu'un port resta vide pendant 3 mois. Montgomery, lui, n'admit jamais que laisser Anvers inutilisable tout en poursuivant Market Garden fut une erreur stratégique. Dans ses mémoires, il défendit chacune de ses décisions. Il affirma que Market Garden avait été un succès à 90%. Il soutint que l'opposition allemande avait été plus forte que prévu. Il suggéra que si Eisenhower lui avait accordé davantage de ressources, l'opération aurait atteint ses objectifs. Le retard de 3 mois dans l'ouverture d'Anvers n'occupa guère plus d'un paragraphe dans son récit de la campagne. Les historiens britanniques ont été plus sévères. Même ceux qui se montraient favorables à Montgomery reconnurent que le dégagement de l'Escaut aurait dû avoir la priorité sur Market Garden, que l'importance du port était évidente et que les conséquences du retard furent graves. Max Hastings, qui a beaucoup écrit sur la campagne d'Europe du Nord-Ouest, qualifia la décision de Montgomery de privilégier Market Garden au détriment d'Anvers comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques de la guerre. Le port capturé représentait une occasion de maintenir l'élan issu de la percée de l'été. Montgomery gaspilla cette occasion pour une opération qui n'aboutit à rien. Anthony Beevor nota que l'ego et l'ambition de Montgomery le poussaient à rechercher des opérations spectaculaires plutôt qu'une logistique ingrate. Dégager l'estuaire de l'Escaut n'avait rien de glorieux. C'était un combat d'infanterie brutale, dans un terrain épouvantable. Cela ne ferait pas les gros titres. Cela ne ferait pas de Montgomery l'homme qui aurait mis fin à la guerre par une manœuvre brillante. La réputation de Montgomery sortit intacte de la guerre. Il fut promu maréchal. Il reçut honneur et distinction. Le public britannique le vénéra. Ses erreurs furent ignorées ou minimisées dans les récits officiels. Les soldats canadiens qui combattirent pendant 6 semaines dans l'Escaut inondé reçurent bien moins de reconnaissance. Les soldats américains, morts dans la bataille des Ardennes, ne surent jamais que leurs problèmes de ravitaillement avaient été prolongés par des choix stratégiques faits en septembre. Les 85 jours durant lesquels Anvers resta inutilisable devinrent une simple note de bas de page dans des histoires célébrant le génie de Montgomery. Le coût de la décision de Montgomery ne se mesura pas seulement en tonnage. Ces 85 jours représentaient le carburant qui aurait permis à la 3e armée de Patton de poursuivre son avance en septembre, les munitions nécessaires à la 1re armée pour lancer de grandes offensives en octobre, les pièces de rechange pour des véhicules usés par un usage excessif, les vêtements d'hiver arrivés trop tard à cause des contraintes de transport. Ces pénuries montrent ce que les armées alliées ont perdu, mais le coût humain est plus difficile à chiffrer. Combien d'Américains sont morts dans les Ardennes parce que l'Allemagne eut le temps de préparer son offensive?
Combien de soldats britanniques et canadiens furent tués en novembre en dégageant l'Escaut, alors que l'opération aurait pu être menée en septembre avec une résistance moindre? De combien de mois la guerre fut-elle prolongée parce que l'élan allié fut brisé à l'automne? Les faits sont clairs. Montgomery captura un port intact le 4 septembre. Il ne dégagea ses accès qu'en novembre. Les armées alliées luttèrent contre des pénuries de ravitaillement pendant 3 mois. L'Allemagne utilisa ce temps pour se réorganiser et contre-attaquer. Montgomery choisit la gloire plutôt que la logistique. Les soldats payèrent ce choix de leur vie, de leurs 102 mois de souffrance, qui auraient pu être évités si le port miracle d'Anvers avait été ouvert dès sa capture, et non 85 jours plus tard. Les guerres se gagnent autant par la logistique que par les batailles. Les tactiques les plus brillantes échouent si les ravitaillements n'atteignent pas le front. Le choix de Montgomery de privilégier Market Garden au détriment du dégagement de l'estuaire de l'Escaut révéla une incompréhension fondamentale de ce qui comptait réellement en septembre 1944. Il croyait qu'une dernière opération spectaculaire pouvait mettre fin à la guerre. Il avait tort. Le travail ingrat consistant à déminer, à prendre des fortifications et à ouvrir des lignes de ravitaillement ne l'attirait pas. Ce n'était pas le genre d'opération qui ferait de lui l'homme ayant gagné la guerre. Il poursuivit donc la gloire, et la guerre continua.